Bonne année à tous et à toutes! Voici la première édition de votre émission Info TVC de l'année 2022 en ce vendredi 7 janvier. Ici Marc Baudouin. Bonne émission! Quand une nouvelle année débute, on a souvent tendance à faire le bilan de l'année qui s'est terminée et on prend des résolutions pour l'année qui débute. Alors, est-ce que vous êtes du genre à faire des résolutions? De toute façon, on commence l'année sous le signe de la COVID-19 et le gouvernement a instauré de nouvelles mesures à mettre en place pour débuter l'année. Donc, cette année, on commence avec un couvre-feu qui est en vigueur de 22 heures à 5 heures le matin. Les salles à manger des restaurants sont maintenant fermées, mais ceux-ci peuvent continuer de fonctionner avec les commandes pour emporter. D'ailleurs, certains restaurants ont dû changer leurs heures d'ouverture pour s'adapter aux nouvelles mesures. Toutes les heures seront affichées sur notre page Facebook TVC de la Matapédia. Pas les salles à manger, mais les cinémas, les salles de spectacle et les gymnases sont également fermés. Et puis, les écoles vont reprendre seulement le 17 janvier avec le port du masque en tout temps. D'ici cette date, les élèves doivent faire la formation à distance, autant pour les écoles primaires, les écoles secondaires, la formation des adultes et le centre de formation professionnelle. Les sports intérieurs sont également annulés. Les services éducatifs restent actifs, ainsi que les services de garde en priorité pour les travailleurs essentiels sont également toujours en place. Dès le 18 janvier, les gens qui voudront aller à la SAQ et la SQDC devront présenter le passeport vaccinal. En ce qui a trait aux soins personnels, si on parle de coiffure, esthétique et manucure, le passeport vaccinal sera requis également. Par contre, pour le moment, aucune date n'a été arrêtée pour commencer à exiger le passeport vaccinal. Si toutes ces mesures ont été mises en place pour le début de l'année, c'est en raison de la hausse du taux de cas de COVID-19 et d'hospitalisation qui sont à la hausse. Lors de notre dernière émission du 17 décembre dernier, on annonçait 439 cas de COVID-19 dans la vallée de la Matapédia. En date d'aujourd'hui, nous sommes rendus à 900 cas. Les cas ont donc plus que doublé durant la période des fêtes. On est même rendu à 314 cas actifs. Donc, important de redoubler de prudence et de mettre en place les consignes sanitaires. Le vaccin est aussi une bonne solution pour combattre la COVID-19. D'ailleurs, la campagne de vaccination suit son cours et dès lundi prochain, le groupe des 45-49 ans pourront prendre leur rendez-vous. Un peu plus tard dans la semaine, ce sont le groupe des 40-44 ans et des 35-39 ans qui pourront prendre leur rendez-vous. Pour les groupes des 30-34 ans, 25-29 ans et 18-24 ans, ça ira à la semaine du 17 janvier pour qu'ils puissent prendre leur rendez-vous. Et en parlant justement de troisième dose, celle-ci deviendra obligatoire pour le passeport vaccinal, pour que le passeport vaccinal soit éligible. Donc, bien entendu, pour le moment, il ne l'est pas puisque la campagne de vaccination n'est qu'à ses débuts. Lors de son dernier passage à nos studios, l'artiste d'Albertville, Guez, avait annoncé le lancement d'un album par mois pour l'année 2022. À partir d'aujourd'hui, il est possible de se procurer son projet musical Charogne immonde par téléchargement. Cela se fait par le site Internet que vous pouvez voir au bas de l'écran.
Donc, gez.bandcamp.com/album/charogne.trait-d'union-immonde. C'est cette fin de semaine, le 8 et le 9 janvier, qu'aura lieu l'opération Impact Véhicules hors route, effectuée par les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec. Les policiers vont intervenir de façon intensive sur les sentiers ainsi qu'au croisement des chemins publics de plusieurs MRC de la péninsule gaspésienne. L'opération vise à sensibiliser les conducteurs de véhicules hors route à l'importance d'adopter des comportements responsables et sécuritaires. Une attention particulière sera portée sur la capacité de conduite avec les facultés affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue, le non-respect des limites de vitesse et des panneaux de signalisation entre les croisements des sentiers et des chemins publics. Le premier bébé de l'année de la MRC de la Matapédia est connu. Il s'agit de la petite Morgane de Lac-au-Saumon. Elle est née dans la nuit du 1er au 2 janvier à l'hôpital d'Amqui. Alors, toutes nos félicitations aux parents Gabriel Gagné et Jérémy Bérubé. À l'émission aujourd'hui, nous faisons le bilan de l'année 2021. Pour la cause, j'ai discuté avec les députés fédérales et provinciales Pascal Bérubé et Christina Michaud. On fait également le point sur la saison estivale 2021 avec la directrice générale de Tourisme Gaspésie. Mais tout d'abord, commençons par la MRC de la Matapédia. Quel bilan faisons de l'année 2021 avec la préfète Chantal Lavoie? N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Lorsqu'une nouvelle année commence, on a souvent tendance à faire le bilan de la dernière année, voir ce qui a bien été, ce qui était amélioré, c'est quoi les résolutions qu'on veut prendre. Alors, on fait l'exercice aujourd'hui avec la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, pour voir un peu, là, faire le bilan de l'année 2021 pour la MRC. Bonjour Chantal. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien après un beau congé. Oui. On est toujours en forme, on a rechargé les batteries, puis on est prêt pour une nouvelle année. Exactement. Vu qu'on commence une nouvelle année, bien, je vais te souhaiter bonne année. Ben, pareillement. Et surtout que là, aux dernières élections, vous avez été réélu préfet, donc vous êtes parti pour un autre 4 ans. Ben oui, on est prêt. On était prêt, puis on est toujours là. On essaie je dirais, de répondre aux besoins, puis parce qu'on ne sait jamais en début de mandat qu'est-ce qui nous attend. Fait qu'on démarre ça de bon pied. Tout à fait. Donc, comme j'ai mentionné, on va faire un petit bilan là, de l'année 2021. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là, dans la MRC? Y a-t-il un projet, quelque chose sur quoi vous avez travaillé, là, que vous êtes satisfaite? Ça a été un gros sujet pour l'année 2021. Bien, je suis obligée d'avouer honnêtement que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup aimé personne, mais la pandémie a changé beaucoup nos projets. Il a fallu s'ajuster. Je pense que c'était 2021, là, ça a été quand même assez important. Toute la résilience autour de ça, fallait revoir nos projets, fallait revoir les choses. Ça allait amener des projets à être reportés aussi. Mais je pense que malgré tout, on a travaillé sur beaucoup de choses. J'ai peur d'en oublier, mais bon, enfin, je vais quand même me lancer. Il y a eu divers sujets. Évidemment, avec la pandémie, on a eu au niveau de la MRC beaucoup de
de sous qui ont été investis, qui ont été donnés à la MRC pour être capable de soutenir nos entreprises. Fait que ça a été quand même un bon travail pour essayer d'aller chercher les besoins de nos entreprises, essayer de répondre aux critères aussi des fonds. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Qui est une cause aussi de la pandémie. La pandémie, elle a été un gros obstacle pour les entreprises. Ça a été difficile de repartir économiquement, là. Effectivement, mais je pense que ça mérite quand même une félicitation pour nos entreprises qui se sont rapidement tournées. On le sait, là, c'est en 2021, même au début 2020, on a vu quand même nos entreprises qui ont su s'adapter rapidement. Puis c'est pas simple là, pour les entreprises, c'est pas simple pour les organisations de suivre les consignes au jour le jour, d'être toujours, comme on dit, là, aux bons éléments, au fait là, de tout ce qui est ça. Fait que je pense qu'on doit quand même le souligner. Mais oui, au niveau de la MRC, c'est des fonds qui sont venus, des fonds d'urgence, des fonds du gouvernement qui sont venus vraiment pour appuyer nos entreprises puis être capables de passer au travers de cette crise-là. Bon, espérons que l'année 2022, parce qu'elle n'est pas terminée. On puisse y voir la fin un jour, mais bon, quand même, je pense qu'il faut souligner ça. On a travaillé aussi sur un autre projet. Il y a quand même un certain temps, on avait fait une étude au niveau de la réorganisation du service incendie de la Matapédia. On sait que le service incendie est régionalisé. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a fait une grande étude pour essayer de ramener de l'efficience, de l'efficacité, tout ça, pour revoir les bons coups, les choses à améliorer aussi. Et depuis, on a commencé à faire une réorganisation du service. Puis évidemment, là aussi, pandémie exige aussi un peu d'ajustement. Donc, on poursuit cette réorganisation-là. Un ralentissement aussi, la pandémie, ça fait que les projets se réalisent un petit peu moins rapidement. Oui, puis c'est toute la question de la main-d'œuvre aussi. Hein? Il ne faut pas oublier, il y a ça aussi. Parce que là, on met des consultants, on met des fois des ressources externes au travail dans des gros projets comme ceux-là. Puis évidemment, il y a toujours encore là, la question de visioconférence, de déplacement, pas déplacement. Fait qu'il faut tout s'ajuster avec ça aussi. En parlant de ça, la pénurie de main-d'œuvre, a-t-il eu un impact en 2021 pour la MRC? C'est la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait une rareté de main-d'œuvre avant la pandémie. Maintenant, on est vraiment dans une. C'est plus qu'une rareté, là. C'est vraiment une pénurie. Effectivement, au sein de l'équipe de la MRC, on a plus eu à travailler avec le télétravail, je dirais, que le manque d'effectifs. Mais quand on arrive pour remplacer un poste, oui, il y a quand même des postes à combler. Il y a quand même. Le recrutement est différent aussi. Fait que ça a un impact, je pense, sur l'ensemble des organisations de notre territoire. Et la MRC, il n'y échappe pas non plus, là. Non, c'est ça. C'est sûr que ça c'est toujours quelque chose qu'on essaie de garder à l'affût aussi. Donc, évidemment, peut-être là, pour faire le lien avec la main-d'œuvre, on a travaillé aussi en attractivité ou en rétention aussi, avec des ressources pour aller faire du recrutement, accompagner nos entreprises aussi pour attirer des gens dans la Matapédia. On a fait ça. On a aussi... Oui, je pense que les responsables sont allés dans des salons d'emploi à Montréal. Exactement. On a 2 personnes à la MRC là, qui travaillent plus étroitement avec les entreprises, avec les gens. On a aussi travaillé beaucoup au niveau de l'attractivité, mais au-delà de la pénurie de main-d'œuvre, je vous dirais aussi qu'au niveau du logement, on a beaucoup de travail à faire. Il y a aussi, je dirais pas une pénurie de logements, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de... Les gens qui veulent venir s'établir, c'est une réalité difficile là, de trouver. Le marché immobilier a pris de l'ampleur, mais je vous dirais qu'au niveau des logements, là, c'est plus restreint. C'est plus difficile d'essayer d'établir... Je peux témoigner. Bon, ben voilà. Fait que c'est un autre sujet sur lequel... Puis là, la difficulté là-dedans, c'est que la MRC, on est souvent mis de l'avant pour travailler sur des dossiers, mais la particularité, c'est qu'on n'a pas les compétences de tout faire non plus. Si on prend le logement, la MRC n'aura pas de logement pour faire de la location pour les gens. Fait que nous, on essaie d'accompagner les entreprises qui voudraient faire du logement. On essaie d'accompagner les gens qui arrivent pour les mettre en contact avec des gens. Fait il y a tout ça, là. Fait que c'est la complexité de tout ça, c'est ça aussi. Mais quand on a un regard, puis on a des gens qui travaillent avec d'autres, c'est le réseau de contact, je pense, qui est important. Oui. Puis dans Matapédia, on est fort là-dessus, d'avoir un réseau de contact, là, les ressources de la MRC avec les autres ressources, autant entreprises, organismes aussi. Ça, je pense que ça se fait quand même bien.
Mais le travail est ardu partout au Québec, oui. donc c'est pas plus simple. C'est pas juste ici, mais ça nous touche quand même. Effectivement. Il y a peut-être au niveau touristique, hein, on travaille fort aussi au niveau touristique. De plus en plus, on voit que dans la Matapédia, on essaie de s'identifier non pas comme un lieu de passage touristique, mais comme un lieu d'arrêt, un lieu où on peut faire des choses. La pandémie, il y a aussi des côtés positifs. On a vu, entre autres, au niveau du lac Matapédia, la seigneurie du lac Matapédia, il y a des belles infrastructures pour accueillir des gens. Le plein air, la Matapédia est reconnue pour le plein air. La pandémie a amené beaucoup de gens à voyager, nos campings, toutes les activités de plein air. On a aussi des activités pour 2022 qui vont arriver. Si je prends l'exemple de Saint-Alexandre-des-Lacs avec la Via Ferrata. On a Val-d'Irène aussi pour l'hiver. Fait qu'il y a vraiment un créneau intéressant pour la Matapédia, une opportunité là avec la pandémie aussi. Mais on peut dire là-dessus, c'est peut-être le seul point positif de la pandémie, c'est que les gens ne pouvaient plus faire des voyages outre-mer. Donc, ils voyageaient au Québec, puis il y en a beaucoup qui ont choisi l'est de la province, la Gaspésie, notre territoire pour venir en vacances. Fait que ça, pour nous, ça a été un plus. Là. Oui, puis il faut être opportuniste un peu aussi. Donc, il faut essayer de bénéficier de cet enthousiasme-là pour notre territoire, justement, pour mettre en place. Puis la Matapédia, on travaille fort, les entreprises touristiques. On a aussi une conseillère au niveau de la MRC qui travaille avec les entreprises, avec les gens là, au niveau touristique. Fait que je pense aussi qu'on tire notre épingle du jeu là-dessus. Le camping, hein, on voit que ça a eu... les campings ont été pleins tout l'été dernier, tout ça. Fait que je pense qu'il faut bien travailler là-dedans, puis la Matapédia est capable de tirer son épingle du jeu. Il n'y a pas que du négatif, heureusement, dans une pandémie, mais c'est sûr que quand il y a du positif, il faut savoir le saisir aussi, fait qu'on travaille fort là-dessus. Fait que ça l'a aidé. Oui. Je pense qu'il y a un autre sujet qu'on aimerait aborder, c'est le plan régional des milieux humides et hydriques qui a été travaillé fortement en 2021. Oui, bien, c'est pas simple, ça non plus. C'est vraiment d'identifier les milieux humides sur le territoire parce qu'il y a une politique, là, la MRC a gagné à la loterie du gouvernement pour devoir faire ces plans obligatoires-là pour être capable de s'assurer que ces milieux humides-là soient identifiés puis aussi protégés par la suite. Donc, on est en train d'établir justement je dirais cet inventaire-là, puis pour déposer, on doit l'adopter en juin 2022. Là, donc, c'est des obligations gouvernementales. Fait que oui, ça a canalisé beaucoup d'énergie pour le service d'aménagement, entre autres, là-dessus. Puis on a aussi eu des participants de firmes extérieures à la MRC parce que c'est du travail très technique. Là. Oui, c'est ça. Mais ça a occupé quand même beaucoup de travail à la MRC. On sait aussi qu'à la MRC, puis je trouve que c'est important de le nommer, on a un service de génie municipal à la MRC qui est vraiment un beau service, bien reconnu, bien coté au niveau du Québec aussi. Puis l'été dernier, je pense que tout le monde l'a vu, il y a eu beaucoup de travaux au niveau des routes municipales et ça, notre service de génie municipal a été très occupé à accompagner les municipalités dans la réalisation des chantiers, mais aussi pour planifier tout ça. Durant les saisons où on ne fait pas de chantier, bien, il y a une équipe là, qui travaille très, très fort pour accompagner les municipalités puis tout ça. Fait que ça, je pense que c'est un beau... aussi, c'est toujours incommodant un peu d'arriver sur un chantier, mais on aime ça aussi, voyager sur des belles routes. Puis, fait que je pense que ça, on est content aussi. Puis là, c'est peut-être pas le service de la MRC, mais on a vu aussi à Val-Briand les travaux qui se sont réalisés. Une courbe, là, que ça fait des années qu'on voulait qu'il s'en aille. Maintenant, on peut circuler librement sur le tracé, le nouveau tracé. Donc, je pense que ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour la région. Oui, c'est des gros projets, mais c'est comme vous dites, c'est essentiel. Hein? On a besoin de nos routes, puis on veut être capable de circuler en sécurité, donc on en a besoin. Fait que c'est ça. Puis comme préfet, même quand c'est pas la MRC qui réalise des projets, je suis quand même contente de voir des réalisations comme celle-là. Puis il y en a plein qui se passent sur le territoire. Fait que c'est sûr que aujourd'hui, là, on parle un peu comme ça, mais je pourrais tellement cibler plein de choses que... Ah oui, le bilan pourrait durer 3 heures, là. Oui, mais on fera pas ça. Ça sera pas gentil pour les gens qui nous écoutent. Là, on constate qu'il y a un bon bilan qui s'est fait, donc il y a un bon travail qui s'est fait en 2021. On souhaite qu'en 2022, vous ayez une année aussi chargée.
Je pense que ça se regarde pour être aussi chargé en 2022. Effectivement, il y a beaucoup de continuité dans les projets parce que, comme on disait en début d'entrevue, là, il y a des projets qui ont été reportés, d'autres qui ont été retardés, qui se sont allongés. Fait que c'est sûr, mais il y a toujours bien de l'action dans Matapédia. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on est une communauté dynamique. Puis quand on veut bouger beaucoup, ça amène des projets, ça amène des choses. Fait qu'effectivement, là, on va rester à l'affût de tout ça. Bien, merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Bien, merci beaucoup d'être venu nous voir et d'avoir fait ce beau bilan là, de 2021. Bien, merci, puis d'invitation, puis on se reprend bientôt. Tout à fait. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Quand une nouvelle année débute, c'est l'heure de faire le bilan. Et pour les politiciens, c'est une période importante pour rappeler aux citoyens leur implication sur le territoire. Donc, je suis avec le député provincial du Parti québécois de la circonscription Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. C'est la fin de l'année et c'est le début d'une autre. Alors, c'est un passage obligé de faire le bilan, mesurer le travail accompli, le chemin parcouru, puis aussi commencer à rêver à d'autres objectifs pour 2022 dans un contexte qui, on en conviendra, n'est pas évident. N'est pas évident. Avant de commencer dans le bilan, je voulais revenir sur le palmarès des parlementaires de l'année 2021 de la presse, où vous avez obtenu le titre de meilleur orateur et de meilleur représentant de sa circonscription, en plus d'avoir obtenu une 4e position pour le parlementaire de l'année et le roi de la clip, sachant que c'est donné par vos pairs, c'est quand même une belle reconnaissance. C'est une très belle reconnaissance et le titre du meilleur représentant de sa circonscription, c'est le titre le plus important. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a demandé aux députés de toutes les formations politiques, évidemment, beaucoup des députés et des ministres de la CAQ qui sont majoritaires, de voter confidentiellement pour le meilleur représentant de son comté selon eux. Ils ont voté pour moi, tout comme pour celui de l'orateur de l'année. Donc, ça fait plaisir, ça me touche et ça démontre qu'il y a de la considération et du respect à mon égard. Et moi, je peux vous dire que c'est bénéfique pour ma circonscription qu'ils aient un respect à l'égard du député de Matane-Matapédia que je suis. Ça fait plaisir. J'ai remporté d'autres titres à travers les années, mais là, le meilleur représentant de sa c'est le plus important pour un député local de terrain comme moi. Donc, ça finit bien. Puis ça donne l'énergie. Et puis ça nous rappelle constamment pourquoi on est engagé en politique. D'abord, pour les gens de chez nous. Et moi, je l'habite, ce territoire, je l'arpente, je l'aime profondément, j'aime mes concitoyens. Je ne compte pas les heures. 7 jours sur 7, beaucoup d'heures. Alors, c'est pour ça que je fais ça, puis tant mieux si c'est reconnu. Je sais que j'ai le soutien des gens de chez nous, mais là, que les élus à Québec réalisent ça aussi, ça ajoute. Ça ajoute à la reconnaissance, puis je m'en sers comme un outil pour faire avancer les projets, les dossiers des gens de chez nous. Tout à fait. Bien, félicitations, vraiment. On est bien content de savoir que c'est notre député à nous qui a reçu ce titre-là. C'est sûr que vous faites beaucoup aussi pour tout le territoire que vous couvrez, mais pour la MRC de la Matapédia, vous avez poussé le dossier de la route 132 qui a été réglé à Val-Brillant, là, la section de la courbe en S. Vous avez même demandé une étude de la sécurité à la hauteur de Lac-au-Saumon. Donc, c'est quand même des belles réalisations. Oui. Alors, le dossier de la courbe en S sur la route 132 à Val-Brillant, c'était le dossier le plus complexe au plan de la sécurité. Depuis des années, il fallait régler la situation. Ça avait été retiré de la programmation routière. J'ai réussi à le ramener. Il y a eu des travaux qui ont été faits, un peu d'expropriation. On a changé la cantine de bord. Mais tout ça pour la sécurité des usagers. C'est une immense victoire pour la sécurité des usagers, des gens de chez nous, des gens de passage aussi au plan touristique. Donc, c'est un dossier qui est réglé en 2021. Je pense que c'est un dossier qui traîne en longueur aussi. Il est réglé à la satisfaction. L'emprunter souvent, je peux vous le dire, mais je me tourne un peu les yeux vers la gauche parce que j'ai plusieurs dossiers qu'on a fait annoncer dans la Matapédia. J'en nomme quelques-uns.
On a amélioré les installations du parc municipal de Val-Brillant pour 220 000 $. On aura un nouveau gymnase collectif dans la Matapédia avec le CEMEC, 2,2 millions. On a réaménagé le carrefour sportif, 1 million. On a réalisé un projet d'habitation avec la résidence à Seigneurie qui va commencer en 2022 et des personnes autonomes, semi-autonomes, 18 logements, services d'entretien, repas qui vont être ouverts. Je continue. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a plusieurs. Amqui, on a inauguré le nouveau garage municipal, 2,3 millions d'aides financières qu'on est allé chercher. Val-Brillant, le mise aux normes des traitements des eaux usées, c'est un projet de 6 millions de $ avec la certification du ministère de l'Environnement. Cause fiscale, une passerelle est un peu retardée à cause du coût des travaux, 1,2 million, passerelle Matamaja. Amqui, on n'est pas en reste. Une autre passerelle, la passerelle J-Napoléon-Pérus, un projet de 1,2 million de $, est présentement ouverte. Les gens peuvent aller l'emprunter. Ouais, même si les travaux ne sont pas totalement complétés, ils peuvent l'emprunter. Ils vont pouvoir l'utiliser pendant le temps des fêtes. J'ai vu la mairesse d'Amqui emprunter. Puis Albertville et Lac-aux-Saumons, ils ont eu respectivement 1 million puis 233 000 pour des programmes de voirie locale. Et combien d'autres? Alors ça, c'est pour la Matapédia. Puis aussi une grande fierté, 60 nouvelles places en CPE dans une nouvelle installation, Amqui, que j'ai annoncé cet été, avec le ministre de la Famille qui m'a accompagné. Donc, c'est des gains importants pour la Matapédia. Puis, toutes sortes de gains aussi en matière de respect du gouvernement. Tantôt, j'ai parlé de ce palmarès, on m'a décerné un beau prix, mais c'est aussi le ministre de la Famille qui décide de me suivre dans 3 installations de CPE dans le comté pour savoir comment ça se passe. C'est le ministre le plus engagé dans la pandémie, le ministre de la Santé, qui répond à mon invitation et qui se rend dans le comté d'un député de l'opposition dans son bureau de comté. Oui. Celui-ci dans lequel je suis, pour échanger ses priorités. Il n'y a pas eu beaucoup de députés qui ont eu accès à ça en 2021. Donc, c'est des actifs qui nous montrent qu'avec du respect, même si ce n'est pas de la même formation politique, les dossiers avancent. Et j'en suis très heureux. Là, vous parliez du ministre de la Famille qui vous a rencontré, mais vous n'avez pas juste rencontré lui, vous avez aussi rencontré le ministre de la Santé. Oui. Alors, c'est un peu ce que je disais ensemble. Le ministre de la Famille, j'ai fait la tournée de 3 installations de CPE à Matane, à Amqui, à Montjoly. Ça, c'était l'été dernier. Mais effectivement, le ministre de la Santé, d'abord, j'avais demandé à le rencontrer. Tout le monde veut le rencontrer en temps de pandémie. Il ne faisait pas de temps de déplacement. Il a accepté. Il a visité l'hôpital de Matane. Il est venu me rencontrer à mon bureau de circonscription pour échanger sur nos priorités locales. Ça, c'est un gain incroyable. Je le remercie pour ça. Il y avait beaucoup à faire en temps de pandémie. Donc, c'était un gain exceptionnel et ça démontre le respect qu'on se porte. Le premier ministre avait fait la même chose en juin dernier. Il avait fait un long plaidoyer pour plaider son amitié avec votre député. Donc, voyons-le positivement. On peut avoir des désaccords, mais l'important, c'est que les dossiers avancent et ils avancent. Et quand je regarde tout ce qu'on a annoncé en 2021, les investissements publics importants dans la Matapédia, on est allé chercher plus que notre part. Et ça, c'est bien pour notre population. Oui, puis le ministre de la Santé, là, pour le nommer Christian Dubé, vous l'avez rencontré aussi à cause de la situation des infirmières à l'hôpital d'Amqui. Amqui et Matane, les deux, essentiellement. Et puis, une des solutions pour y arriver, c'est de recruter des infirmières à l'extérieur de la région. Et moi, ce que j'aimerais voir en 2022, c'est un grand plan d'attractivité de la population dans la Matapédia, notamment, où on invite les gens en leur disant, écoutez, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? La proximité de la nature, la qualité de l'environnement, un des meilleurs coûts pour l'acquisition d'une première résidence, pas de bouchons de circulation, des défis, un milieu stimulant, des gens fantastiques. Alors, si vous avez envie de changer de vie, peut-être que la pandémie a amené cette réflexion. Passez nous voir, peut-être que vous allez aimer ça, vous allez vous acheter une maison, vous allez travailler chez nous. Oui. Et tout ça pourrait nous permettre de régler à la fois notre enjeu démographique, parce qu'on a une baisse de population dans la Matapédia, mais aussi d'aller chercher de la main-d'œuvre. Alors, je pense que c'est par une démarche positive comme celle-là que je veux initier en 2022 avec les différents partenaires, qu'on va tirer notre épingle du jeu, puis on va attirer des gens chez nous, parce qu'on a beaucoup à offrir, beaucoup de positifs à offrir avec des gens qui veulent se centrer sur l'essentiel, sur ce qui est important dans leur vie. Oui, puis là, vous parlez d'attirer des nouveaux travailleurs, mais avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident non plus, là. Non, et c'est pour ça que c'est pas compliqué, là. Par exemple, les infirmières, tout le monde veut les avoir. Mais il va falloir convaincre les infirmières d'ailleurs au Québec de venir chez nous. Aussi simple que ça. On va les identifier, on va leur demander s'ils envisagent de changer de vie carrément, puis voici ce qu'on a à leur offrir. Quand je parle du coût d'acquisition d'une première résidence, c'est un avantage majeur. On peut considérer que le coût est bas pour quelqu'un qui a à vendre sa maison. Mais pour quelqu'un qui a acheté,
c'est fantastique si nos marges de manœuvre ne passent pas toutes dans l'hypothèque. Alors ça, c'est un atout qui est majeur sur notre territoire et qui peut permettre aussi de revitaliser notre ruralité, nos villages de la Matapédia d'ailleurs. Je veux juste faire un petit retour sur la route 132 parce que l'on a parlé de Valbriand, mais il y avait aussi à Lac-aux-Saumons. On sait que c'est un tronçon qui est quand même dangereux, qui a eu plusieurs accidents mortels. Je pense que vous avez quand même réussi à faire bouger le dossier là, à ce niveau-là également. Oui, je crois que oui. Il y a eu un accident malheureux qui a causé des décès, des blessés graves. Je me suis rendu sur place à Lac-aux-Saumons. J'ai bien étudié l'intersection. On a demandé une rencontre avec le ministère des Transports, avec les deux maires concernés, le maire de Lac-aux-Saumons, le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, messieurs Grenier et Pilote. Et au début, on nous disait, écoutez, il faut attendre le résultat de l'enquête du coroner. Finalement, on va devancer. Il y a déjà des choses qui ont été faites pour sécuriser les lieux, une enquête, il y aura des recommandations. Donc, on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, oui, mon intervention a permis de faire bouger les choses au ministère des Transports, comme ça arrive souvent dans ces dossiers-là. Et on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres accidents qui sont liés à la configuration des lieux. Évidemment, il pourrait arriver des erreurs humaines, d'inattention, de fatigue, toutes sortes de choses. Il y a des accidents qu'on ne peut pas empêcher, malheureusement. Mais si c'est lié à la configuration des lieux, mais on a déjà commencé à y voir et à faire en sorte de sécuriser. Maintenant, quand on a parlé de la courbe à est, c'était des enjeux de sécurité. C'est encore un enjeu de sécurité. Pour ce qui est de Lac-aux-Saumons, c'est la sortie, ce qui nous donne sur la route 132. C'est bien ça. Exactement. Donc, comme on dit, hein, on fait ça pour prévenir. Hein? Toujours mieux prévenir que guérir, comme on dit, l'expression. Oui. Et puis, là, vous avez parlé de plein de choses qui se sont passées sur le territoire, mais y a-t-il des dossiers là, que vous êtes vraiment satisfait de la tournure des événements, que vous êtes content de vous être battu pour obtenir des résultats? Dans le dossier de la pandémie, les codes de couleur. Donc, on avait des codes de couleur par MRC, puis c'était souvent la même couleur de l'Apocatissage jusqu'à la Matapédia. Donc, du Kamouraska jusqu'à la Matapédia pour 8 MRC. Ça n'avait pas de sens parce que notre réalité était très différente dans l'Est. L'Est étant la Matapédia, la Matanie puis la Métis. Moi, j'ai été le premier élu de l'Est du Québec à plaider pour un changement de couleur qui tient compte de la réalité épidémiologique et sanitaire de ma région. Donc, les 3M, les 3 MRC. On m'a refusé ça, puis c'était pas possible. Puis j'ai été persistant. J'ai été le premier, puis j'ai été le plus persistant, puis on l'a gagné. Au mois de mai cette année, la santé publique ou le ministère de la Santé a changé les couleurs de la Métis, la Matapédia et la Matanie. Puis le reste du Bas-Saint-Laurent, l'ouest du Bas-Saint-Laurent, a eu une couleur plus sévère, plus contraignante. Bien, c'est un gain qu'on a réussi. On a réussi à convaincre qu'on a un gain où c'était moins contraignant pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on était moins à l'affût de mesures pour se protéger, mais on y a gagné pour beaucoup en termes de liberté. Et ça, c'est un des enjeux dont je me fais parler le plus. Les citoyens viennent me voir et me disent « Monsieur Bérubé, vous l'avez gagné. Ça n'a pas été simple, mais oui, on l'a gagné et je suis fier de mettre ça dans mon bilan. » Donc, on parle justement de la COVID. On a l'impression des fois que ça va aller de mieux en mieux, mais là, il arrive un nouveau variant qui vient compliquer les choses. Donc, on n'est pas sorti. Là. Ça va rester encore un gros dossier pour vous à travailler. M. Baudouin, ça va être très compliqué à partir entre maintenant et je dirais jusqu'à février, avec les chiffres qui sont projetés. Ça va être très complexe et on n'est pas à l'abri de nouvelles mesures contraignantes. Je veux rappeler à mes concitoyens de la Matapédia que, comme député de l'opposition, je ne participe pas aux décisions et je ne dispose pas d'informations privilégiées. J'apprends les mesures comme eux à la télé. Donc, souvent, les gens ont l'impression que les députés leur cachent des choses. J'en sais pas plus qu'eux. Hein? C'est le gouvernement qui a l'information de la santé publique, puis c'est lui qui prend les décisions seul. Moi, je les constate comme eux, j'essaie de trouver des façons de les protéger, poser des bonnes questions. Des fois, ça n'a pas de sens, ces décisions, d'être capable de questionner, de demander l'argumentaire. C'est ça que je fais, puis je le fais plutôt bien depuis le début. Il y en a une pandémie, là, on va s'entendre là-dessus. Si les gens considèrent qu'il n'y en a pas, bien là, on ne s'entendra pas. C'est une réalité là, scientifique. Pour le reste, oui, on peut poser des questions sur pourquoi prendre telle mesure et pas telle mesure. Puis questionner la performance du gouvernement, ce n'est pas de l'attaquer, c'est des questionnements qui sont légitimes. Alors, je trouve ça important de le faire, de rappeler que le rôle d'un député de l'opposition, puis même le rôle d'un député du gouvernement qui n'est pas ministre, est très limité dans la gestion de la pandémie. En fait, on n'a pas de rôle. Le rôle qu'on a, c'est de protéger notre population sans avoir accès à l'information, justement. Alors, c'est très complexe. Et là, on parle on fait le bilan, mais aussi, il faut penser aussi à la prochaine année qui commence. Avez-vous déjà vos chevals de bataille? Est-ce que vous savez déjà quel dossier là, vous voulez mettre en priorité pour la prochaine année?
Il y a plusieurs dossiers qui sont arrivés en fin d'année qu'on n'a pas pu faire progresser comme on le souhaiterait. Par exemple, les propriétaires de lots privés boisés. Il y a une baisse de financement. Ça, bon, la période des fêtes ne permet pas de mettre ça de l'avant comme on le souhaiterait, mais on va certainement revenir. La forêt est tellement importante dans la Matapédia. C'est un enjeu. J'ai parlé de l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre qui touche également le domaine de la santé maintenant dans la Matapédia. On vient de vivre une pénurie, en fait, une rupture à l'hôpital d'Amqui. Ça va être lié à notre campagne d'attractivité. Pour le reste, il y a l'économie. L'économie est toujours un enjeu dans la Matapédia, mais encore plus en temps de pandémie. L'achat local, le support aux entreprises qui vont devoir fermer, c'est quelque chose, là. Donc, je vais demeurer très mobilisé dans un territoire qui est complexe à animer. 45 municipalités sur 14 000 km², c'est ça la réalité de ma circonscription. Une des plus difficiles à représenter au Québec. On va faire pour le mieux. Donc, c'est pour ça que je ne ménage rien. Je suis 7 jours sur 7 au travail, je suis au bureau chaque jour, je fais beaucoup d'heures, je parle avec beaucoup de citoyens parce que c'est important et c'est une grande passion que j'ai de représenter la Matapédia qui va faire, ça va faire 10 ans au mois de septembre 2022. Alors, ça passe vite. Il y a eu beaucoup de choses à faire, puis je suis très fier d'être le député de la Matapédia. Oui, puis aussi en 2022, il va y avoir des élections, les élections J'ai entendu dire ça. Provinciales qui devraient avoir lieu en octobre. Alors, comment vous entrevoyez cette campagne électorale? Comme toutes les autres, c'est-à-dire que je ne pense pas à ça tous les jours. Je fais ce que j'ai à faire. Je dirais à peu près jusqu'à juin. Ça va être le moment où on peut faire atterrir les dossiers, les régler. Après ça, c'est l'été, préparatifs électoraux. Puis après, c'est la campagne. Donc, je vais faire le maximum pour la première moitié de l'année. Après, c'est les citoyens qui décident. Moi, je vais parler de ce que je veux faire pour... je vais parler, oui, de mon bilan, mais surtout de ce que je veux faire pour les prochaines années. Et les gens trancheront. Et je prends ça jamais pour acquis une élection. Je fais vraiment campagne. Moi, je me promène partout, je ne ménage pas les efforts, je vais à la rencontre de mes concitoyens, je réponds aux questions. On ne choisit pas ses adversaires, on en aura certainement, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent, mais je serai prêt. Je serai prêt avec mon équipe. Je sens que j'ai un soutien important de la population de la région, notamment de la Matapédia. Le meilleur résultat que j'ai obtenu en 2018, c'est dans la Matapédia, c'est 75 % des voix pour ma candidature, alors qu'il y avait 4 ou 5 autres candidats qui sont partagés 25 %. Donc, il faut être à la hauteur de cet appui-là, et j'entends le demeurer. Et j'aimerais faire un autre mandat, un 6e mandat de façon générale. Dans la Matapédia, ça serait un 4e, je ne me trompe pas. Donc, c'est les gens qui vont décider. Je suis encore tout jeune, je suis en santé, je suis passionné, j'aime profondément ma région. Alors, on est capable d'y arriver. 2022, on aura bien le temps d'y penser à l'élection, mais entre-temps, c'est surtout les dossiers que j'ai en tête et les préoccupations de mes concitoyens avec la situation de la pandémie. Ils m'écrivent, ils m'appellent, ils ont des questions, j'essaie d'avoir des réponses. Ça va beaucoup être mon travail au cours des prochains mois. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Bérubé, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous parler. On va vous souhaiter une bonne année 2022, de continuer votre beau travail. Vous vous êtes très impliqué pour la région. On vous souhaite une bonne année 2022, puis encore plein de succès là, dans vos démarches. Merci à vous et à l'ensemble de vos téléspectateurs de la TVC, dont je suis depuis longtemps et qui vous soutient dans cette antenne si importante pour les Matapédiens et les Matapédiennes qu'il faut soutenir. On aura d'autres occasions de parler des moyens de soutenir la TVC, peut-être au début de l'année. Ouais. Parfait. Bien, c'est sûr qu'on va se reparler à ce moment-là. Merci beaucoup. Bonne année tout le monde. Pour nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le temps du bilan de l'année 2021 du côté de la politique fédérale dans la circonscription d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia. Et malgré la pandémie, la députée Christina Michaud est restée très active et il me fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui par Zoom. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, merci. Bien, justement, on va prendre un peu de vos nouvelles parce qu'on a su que vous avez contracté la COVID-19 là, dans la période des fêtes. Donc, comment ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça va mieux. C'est les premières entrevues que je donne aujourd'hui. J'en ai fait quelques-unes, mais ça n'a pas été un super temps des fêtes pour moi. La COVID-19, je l'ai senti beaucoup avec des gros symptômes, ce qui a fait en sorte que j'ai été 10 jours à la maison, isolée, bien entendu, mais assez à terre en termes d'énergie, là. Bon, mal de tête, fatigue extrême, tout ce qui vient avec la COVID-19, les symptômes qu'on connaît bien. Alors, je me disais que je pourrais quand même partager mon expérience parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui pensent que c'est juste une petite grippe, mais je vous confirme que pour l'avoir vécu, c'est pas juste une petite grippe. Puis vraiment, et tout le monde le vit différemment, là, particulièrement Omicron. Je connais des gens qui l'ont eu, que ça a été quelques jours, peut-être 3 jours, la toux, vraiment symptômes de grippe. Puis après ça allait mieux. Des gens qui sentaient pas de symptômes du tout et des gens comme moi qui l'ont eu plutôt difficile. Donc, je pense qu'il faut voir les systèmes immunitaires peut-être de chacun et voir comment ils prennent ça. Mais si vous connaissez des gens autour de vous qui sont atteints de la COVID-19, prenez des nouvelles d'eux. Si vous pouvez aller leur porter un petit panier d'épicerie, quelque chose, là, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui prennent des nouvelles de nous. 10 jours tout seul, c'est pas toujours évident. Alors, et bien entendu, je dirais à la population de continuer d'être prudent. On le voit avec les mesures en ce moment, c'est le retour à l'année dernière. On dirait qu'on est à peu près au même endroit, qu'on n'a pas bougé, mais Omicron, pour l'avoir vécu, est assez dangereux, assez intense. Alors vraiment, je conseillerais aux gens de continuer de se protéger, réduire les contacts le plus possible, puis on va finir par s'en sortir. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a des mesures, justement, parce que le virus, il est là, c'est pas une invention, là, donc il faut être prudent, puis il faut être patient aussi. On en a encore pour plusieurs mois, peut-être quelques années aussi encore, donc il faut être patient, puis il faut prendre soin de nous. Exact. Donc, on va procéder au bilan. L'année 2021 a été quand même une grosse année pour vous. Bien, tout d'abord, il y a eu des élections, donc il y a eu les élections fédérales. Vous avez été réélu. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous que les gens de la circonscription vous aient donné à nouveau leur confiance? Bien, écoutez, une élection, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie pour un candidat, mais pour toute une équipe aussi qu'on a derrière nous. Alors, je vous avouerai que même pas 2 ans après avoir été élue pour la première fois, j'étais pas prête et j'avais pas envie d'aller en élection, mais ça s'est bien passé et c'était à peu près au moment où on pouvait le plus déconfiner là, et le plus voir de gens. Alors, ça a fait du bien de retourner sur le terrain, de retourner à la rencontre des gens de la circonscription, mais c'était pas la première fois que je les revoyais depuis l'élection de 2019. Je pense que c'est un des beaux commentaires qui revenait souvent, le fait d'avoir été présente et de me le faire dire aussi que j'étais présente dans la circonscription malgré les nombreux allers-retours à Ottawa. Alors ça, c'était bien et les résultats, bien entendu, ont confirmé que les gens d'ici me faisaient confiance et pardonnez-moi, c'était vraiment une belle marque de confiance de se faire dire, ben pour encore 4 ans, on est satisfait du travail qui est fait, puis on vous fait encore confiance. Donc, je pense que c'était vraiment un appui assez considérable. Là. 60% des voix, on voit pas ça souvent. Je pense que c'est le meilleur résultat des troupes bloquées. C'est probablement un des meilleurs résultats dans l'ensemble du Québec. Là. Alors, de voir que la population était majoritairement derrière moi, ça fait vraiment chaud au cœur, puis ça donne le goût de continuer à travailler fort, on va se le dire. C'est pas une petite job, c'est une job de tous les jours, que ce soit à la fin de semaine, le soir, on n'arrête pas beaucoup. Alors, c'est du temps plein, comme on peut dire. Exactement, du très, très temps plein. Alors, de voir que les gens étaient satisfaits du travail fait, ben c'est encourageant de continuer. Donc, vous avez obtenu aussi à nouveau le titre de vice-présidente à la sécurité publique. Et puis, le contrôle des armes à feu, bien, ça fait partie de vos champs de bataille. Donc, vous avez été très actif dans ce dossier-là. On en est rendu où par rapport à tout ça? Ça a vraiment été 4 semaines chargées de travaux parlementaires parce que, bon, après l'élection, ça a pris 2 mois avant que M. Trudeau reconvoque les députés pour siéger à la Chambre des communes. Alors, on a eu une petite session parlementaire, mais assez intensive de 4 semaines. Et ça a été un moment où j'ai pu parler de ce dossier-là beaucoup parce qu'on l'a vu à Montréal, il y a eu plusieurs fusillades. À un moment donné, c'était presque chaque semaine. Presque chaque jour, on apprenait un nouveau décès des adolescents qui étaient
étaient tués par balle en pleine rue dans des quartiers qu'on connaissait pourtant pour être sécuritaires auparavant. Alors, c'est un fléau qu'on connaît moins dans une région comme la nôtre, mais quand même dans toutes les grandes villes au pays. Alors, j'en ai fait mon cheval de bataille. On a convoqué le ministre justement en comité parlementaire, donc reconvoquer le comité plus rapidement parce que normalement, on aurait commencé à siéger peut-être en février. Alors là, on l'a eu dès décembre. On a eu le ministre qui est venu témoigner, les gens qui sont à la tête des organisations comme la GRC, comme l'Agence des services frontaliers. Alors, on a quand même essayé d'aller chercher quelques réponses, voir quel était le plan du gouvernement pour lutter contre le trafic des armes. On sait que ça s'en vient beaucoup par la frontière américaine. Alors, il y a certainement des solutions à mettre en place. Ça va reprendre vers la fin janvier, début février. On va reprendre ce comité-là. Alors, j'espère vraiment qu'on pourra travailler ensemble. Mais il y a vraiment une bonne foi de la part de tous les partis qui avaient accepté à l'unanimité ma proposition et qui semblent vraiment vouloir travailler en ce sens-là. Alors, c'est quand même encourageant, il faut le dire. Donc, ça risque de bouger là, en 2022 dans ce dossier. Exactement. On va parler aussi du dossier de l'environnement, donc quelque chose que vous avez été très active en 2021. Et on parle aussi des changements climatiques. Vous avez même fait la conférence à Glasgow, en Écosse. Donc, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous avez fait là, en 2021 dans ce dossier de l'environnement? Bien, il y a eu plusieurs choses. Là, si je remonte au tout début de 2021, j'ai déposé moi-même un projet de loi à la Chambre des communes pour que le Canada respecte ses engagements en matière de lutte au changement climatique, parce que c'est souvent ce qui arrive, même avec la COP26, on l'a vu, les pays ont des ententes internationales et s'engagent à l'international pour réduire leur empreinte ou quoi que ce soit, mais quand ils reviennent à la maison, ces engagements-là ou les ententes qu'ils ont signées, eh bien, ils ne sont pas contraignantes quand on revient à la maison, quand on revient au pays. Alors, on tentait d'en faire loi. Quand c'est une loi interne, bien, le Canada n'a pas le choix de respecter ces engagements-là qui sont devenus dans le droit interne du Canada. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement, parce que le gouvernement a déposé lui-même son projet de loi sur la carboneutralité pour 2050. Et c'est quand même un projet de loi qui ressemblait beaucoup au mien. C'est pour ça que le mien a été mis de côté. Et bien qu'on aurait aimé le bonifier davantage, le rendre un petit peu plus contraignant, c'est un projet de loi qui a été adopté et on en était assez satisfait quand même parce qu'il faut dire que le Canada n'avait pas de loi climat encore. Alors, pour un pays qui se dit leader dans la lutte au changement climatique, on voyait que les bottines ne suivaient pas nécessairement les babines. Oui. Alors, on voulait être cohérent aussi dans cette action climatique-là. Alors, avec la nomination du nouveau ministre à l'Environnement, c'est encourageant aussi en se disant, ben, il a peut-être l'expertise ou la conscience nécessaire pour poser les bons gestes parce que c'est une urgence, on le sent depuis longtemps. En ce moment, on combat la pandémie tous ensemble, là, tous les pays, mais l'autre grand enjeu, ce sera la crise climatique et il faudra faire plus. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en 2021. On a besoin de continuer, de ne pas lâcher en 2022 parce qu'on commence de plus en plus à sentir les effets des changements climatiques. Je voyais les chiffres ici, à quel point la hausse de la température avait été marquante là, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie dans la dernière année. Et ça a des impacts comme le fait que bon, le fleuve s'en viennent sur la 132, par exemple, en Gaspésie, que nos infrastructures, on voit qu'ils sont de plus en plus vulnérables face au changement climatique. Alors, on aura besoin d'investir davantage dans la prévention, mais aussi pour après remettre tout ça en ordre. Là. Oui, puis c'est un dossier qui est quand même prioritaire parce que c'est pas d'hier qu'on parle du climat, là. Ça fait plusieurs années, là, puis il y a une urgence d'agir, donc il faut que les choses bougent. Puis là, je suis content de voir là, que ça se passe, là, on en discute, puis qu'il va y avoir des actions qui devraient être prises là, dans les prochaines années. On le souhaite. On le souhaite, on n'a pas le choix de le faire parce que c'est nous on sera les premières victimes de ça. Je pense que la planète va se régénérer à un moment donné, mais l'humain ne survivra pas. Alors, si on veut protéger notre propre survie, je pense qu'on n'a pas le choix de poser les actions nécessaires et on sait que la pollution, les changements climatiques sont causés par l'activité humaine. Alors, on n'aura pas le choix de collectivement changer nos façons de faire, changer notre économie aussi. Je pense que ça fait partie de ça, investir davantage dans les énergies renouvelables, par exemple, plutôt que
dans les énergies qui sont les plus polluantes, le pétrole, le gaz. Donc, il faudra changer nos façons de faire assez rapidement. Il aurait fallu le faire hier, mais là, bon, je sais que les gens veulent travailler là-dessus en 2022, alors c'est une bonne nouvelle. La situation des aînés vous a préoccupé beaucoup, surtout avec l'arrivée de la pandémie. Vous avez travaillé fort dans ce dossier-là. C'est quoi vos recommandations là, pour les aînés? Mais écoutez, vous voyez comme tout le monde le coût du panier d'épicerie qui augmente, le coût de la vie en général qui augmente et les sous que peuvent recevoir des aînés à la retraite, par exemple, eux, c'est pas nécessairement indexé et l'aide qu'ils reçoivent n'est pas augmentée comme le coût de la vie augmente. Alors, je pense qu'on a besoin d'apporter un soutien à ces gens-là, les plus vulnérables. Et on le voyait, là, la pandémie a touché particulièrement les aînés, que ce soit en les touchant directement dans leur santé, mais aussi santé mentale. L'isolement, c'est pas toujours facile. On les coupe de toute leur activité quotidienne. Alors, je pense que de leur donner cette justice-là, je pense qu'on parle de justice sociale. Je pense que c'est une priorité. Bien, ça l'a toujours été pour le Bloc québécois, puis ça doit l'être pour le gouvernement aussi. Et on a réussi là, dans les dernières semaines de travaux parlementaires à aller régler une injustice, justement, des aînés qui avaient pu bénéficier de la PCU et qui avaient été coupés par la suite dans leurs revenus. Ça devait pas être ça, là, parce qu'on leur avait dit oui, vous pouvez prendre la PCU et tout va bien aller, vous ne serez pas pénalisés, et ils l'ont été. Alors, on a pu négocier ça avec le gouvernement, faire en sorte que ces gens-là soient remboursés. On aurait aimé ça qu'ils le soient rapidement. On a su que ce serait un chèque unique au courant de 2022, peut-être en mai, ce qui nous apparaît assez tard, mais on continue le combat pour que la sécurité de la vieillesse soit augmentée. On parlait de 110 $ par mois il y a déjà 2 ans. Alors, on voit le coût de la vie augmenter comme ça. Je pense qu'il faudra ajuster, mais certainement qu'on peut aider les aînés davantage. Ça va coûter cher au gouvernement, mais je pense que de ne pas le faire, ça va nous coûter encore plus cher au final. Alors, je pense que ces gens-là le méritent. Oui, il faut toujours dire, on est toujours mieux de dépenser pour prévenir que de dépenser pour guérir, parce que des fois, ça coûte plus cher de dépenser pour guérir. Exactement. La nation québécoise est un sujet qui a été discuté beaucoup en 2021. Est-ce que vous croyez que la souveraineté est encore possible aujourd'hui? Je pense que oui, puis je pense qu'on peut faire plein de liens qu'on pouvait peut-être pas faire auparavant. Et je suis justement en train de lire un ouvrage qui a été rédigé par Sylvain Gaudreault, donc un ancien collègue qui est député du Parti québécois de Jonquière et qui a toujours été très, très impliqué en environnement et qui fait un lien entre la lutte au changement climatique et la souveraineté du Québec, parce que je pense que non seulement on peut aller chercher l'intérêt des jeunes qui n'ont pas nécessairement connu les années des référendums et tout ça, et qui peut-être sont moins au courant de la situation politique québécoise. Et alors, de voir les liens qu'on peut faire, le fait que le Québec peut être un leader mondial en matière d'énergie verte, d'énergie renouvelable. On a déjà toutes ces ressources-là, ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, par exemple, les éoliennes, on a l'expertise ici en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Alors, je pense qu'on pourrait vraiment tirer notre épingle du jeu et mieux faire que les provinces voisines ou que justement les pays voisins. Alors, je pense qu'il y a quelques liens comme ça qu'on peut faire et je pense que la pandémie aussi nous a fait réaliser que des fois, le gouvernement du Québec faisait mieux que le gouvernement du Canada et que des fois, c'est assez choquant de devoir toujours aller demander l'argent au gouvernement fédéral et de ne pas pouvoir faire les choses nous-mêmes. Alors, seulement se gouverner soi-même, je pense que c'est une bonne raison de faire la souveraineté du Québec. Alors, je pense que c'est un sujet qui sera toujours d'actualité. Il faut trouver d'autres façons de le remettre à l'actualité et de le remettre au goût du jour peut-être, mais justement d'entendre des jeunes en parler, d'entendre les liens qu'on peut faire avec l'environnement, je pense que ça peut aller chercher plusieurs personnes et aller chercher leur intérêt. Alors oui, c'est encore possible. Bon. Bien, avant de terminer, ça va être quoi vos priorités pour 2022?
Bien, il y en a plusieurs. Je vous dirais qu'il y a plusieurs dossiers régionaux qui traînent sur les bureaux de certains ministères depuis plusieurs années. On aimerait donc que ça se débloque. Alors, j'espère que 2022, ce sera l'année où on pourra débloquer ces dossiers-là de transport régional, transport ferroviaire, transport aérien, les quais également. On sait qu'il y a plusieurs municipalités qui veulent acquérir des quais qui sont en ruine, il faut le dire, là, qui sont plus accessibles en ce moment et qu'on pourrait en faire un attrait touristique, mais il y a des négociations à avoir avec le gouvernement fédéral pour que l'enveloppe qui suit soit suffisante pour faire les travaux. Alors, il y a beaucoup de dossiers comme ça sur la table qu'on aimerait voir avancer. Bien entendu, j'ai l'impression qu'encore en 2022, on va beaucoup parler de la pandémie parce qu'on n'a pas le choix en tant qu'élu, en tant que législateur, de mettre en œuvre et de négocier là, des programmes d'aide pour autant pour les particuliers que pour les entreprises. On sait que c'est jamais facile pour les entreprises. Encore une fois, les restaurants qui sont fermés, plusieurs commerces qui doivent fermer leurs portes en raison de la pandémie. Alors, je pense que la priorité, c'est d'apporter de l'aide à ces gens-là et de trouver une façon de vivre au final avec le virus parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas notre dernier variant. Alors, je pense que ce sera beaucoup cette responsabilité-là qui nous incombe en tant qu'élus, ce partage d'informations-là, cette sensibilisation aussi par rapport à la pandémie, par rapport au virus. Et d'un côté, on va essayer de faire avancer des dossiers régionaux, des dossiers comme la réforme de l'assurance-emploi, comme le trafic des armes à feu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut régler à côté, même en travaillant pour régler la pandémie, pour les changements climatiques également. Alors, il y a beaucoup de pain sur la planche. On ne devrait pas s'ennuyer en 2022. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. Bien, merci beaucoup, Mme Michaud. Puis pour 2022, bon, on va vous souhaiter de la santé. Hein? Vous avez été victime de la COVID, fait que vous savez c'est quoi quand la santé n'est pas là. Donc, on va vous souhaiter de la santé, puis 4 belles années là, encore là, de travail. On n'est pas inquiet. Vous allez bien nous servir. Je suis persuadé. Bien, merci beaucoup. Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe, puis aux auditeurs également. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, ça sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Donc, on parle du bilan du tourisme pour la région. La saison estivale 2021 a été excellente pour le territoire malgré la période de pandémie. Donc, on en discute avec la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Mme Joëlle Ross. Bonjour, Mme Ross. Bonjour. Donc, comme je l'ai mentionné, les chiffres qu'on a reçus démontrent que la saison estivale 2021 a été, on peut dire, excellente. C'est ça, exactement ça. Parfait. Qu'est-ce qui fait que ça a bien été cet été? Sur quoi on peut baser? Ça a été une deuxième année de pandémie, on peut dire, hein, où les gens n'étaient pas trop sûrs au printemps comment ça allait se passer. Mais ce qui a sauvé, je pense, les régions comme la Gaspésie, c'est nos grands espaces, hein, la possibilité d'être beaucoup à l'extérieur. Puis, déjà, auparavant, on avait une clientèle à 80% québécoise. Donc, cette clientèle-là a été au rendez-vous, bien entendu. Et on a ajouté tous les gens qui ne pouvaient pas aller en dehors du Québec. Il y en a qui ont choisi de venir voir la Gaspésie, puis on en est très heureux aussi. Ce qui fait qu'on a eu quand même là, des mois de juin à septembre là, excellents, supérieurs à l'année 2019 d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça comme vous mentionnez, justement, vu que les gens ne pouvaient pas aller en vacances à l'extérieur, sont restés dans la région. Fait que ça l'a aidé à ce que la baisse ne soit pas trop importante non plus là, en 2020. Oui, puis on est chanceux. 2020-2021, il y a eu des régions touristiques où ça a été extrêmement difficile. En Gaspésie, on s'en est très bien sorti du mois de juin au mois de septembre. C'est sûr que des excellents étés ne font pas nécessairement une année record, mais quand même, là, on est très, très, très contents. Puis je pense que c'est nos entrepreneurs qui ont pu en profiter au maximum. Parce qu'on voit qu'il y a une baisse au niveau des visiteurs en 2020,
Mais on remarque que les retombées ont été meilleures. Il y a eu un surplus par rapport à 2019. C'est-à-dire que les gens ont consommé plus longtemps, probablement. Fait que ce qui est important, là, c'est surtout les retombées économiques. Hein. On ne se le cachera pas, là. Le nombre de visiteurs, c'est une chose, mais d'avoir plus de retombées dans une région, c'est déjà bien supérieur. Puis je pense que c'est ça qui est important. Un peu comme quand on regarde le tourisme international, là, c'est une clientèle de 20 en Gaspésie, mais c'est une clientèle qui reste plus longtemps et qui dépense plus d'argent chez nous. Fait que souvent, c'est des chiffres qu'il ne faut pas négliger quand on fait des calculs de statistiques, là, que la durée de séjour en Gaspésie est quand même une excellente façon de calculer je m'excuse, une excellente façon de calculer les retombées chez nos entreprises, puis de voir que d'une année à l'autre, bien, c'est ça qui est important. OK. Fait que quand on parle d'allongement de la saison, c'est ça? Ça veut dire que ça commence un peu plus tôt puis ça se termine un peu plus tard, ou les gens restent plus longtemps? Bien, les deux, en fait. Cette année, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des gens arriver en Gaspésie en mai, beaucoup plus tôt qu'à l'habitude, beaucoup plus de roulottes, de VR qui sont arrivés chez nous plus tôt. Puis en plus, ben, il faisait beau. Fait que ça, c'est quand même là, très intéressant. Puis on restait là, souvent, là, on a eu de la clientèle jusqu'à la mi-octobre, fin octobre. On sait que les mois les plus difficiles en Gaspésie, c'est à partir du moment où les feuilles tombent, hein, bien entendu, la fin octobre, jusqu'à la neige, là, c'est toujours un peu plus gris et un peu plus difficile parce que les activités ne sont pas faciles à pratiquer. Mais là, regardez, on s'en va vers la neige assez tôt cette année, donc on devrait aussi avoir un bon hiver. OK. Donc, ça ressemble à quoi pour la saison hivernale, justement, là, vu que vous en parlez? On a validé auprès de nos entreprises, là, les réservations sont bonnes. Si n'y a pas de mesures qui confinent les gens et qui ne peuvent plus sortir, je pense que la saison hivernale va être bonne, autant au niveau des motoneigistes que de n'importe quel autre sport d'activité. Donc, avec justement cette augmentation-là, puis la bonne année qu'on a eue là, cette année pour 2021, c'est sûr qu'on ne peut pas prévoir chaque année, mais on peut s'attendre à quoi pour la saison estivale 2022? Bien, je pense qu'on fait une super bonne année au complet 2021. Là. Si tout va bien jusqu'au 31 décembre, on devrait avoir une année supérieure à 2019. C'est ce qu'on s'attend. Donc, on avait baissé un petit peu en 2020. Hein? On a eu 100 000 visiteurs de moins en 2020 qu'en 2019. Fait que ce qu'on s'attend, c'est d'avoir une saison supérieure à 2019. C'est déjà bon. Et on verra pour 2022, ça annonce très bien. Les gens vont commencer à ressortir du pays, mais les gens vont commencer aussi à entrer. Donc, on devra avoir des belles visites qui viennent de l'extérieur. Puis je pense qu'on a su démontrer à nos Québécois qu'on savait bien les recevoir et qu'ils vont continuer de venir chez nous. Vous parliez aussi qu'on reçoit beaucoup de gens de l'extérieur que là, on ne pouvait pas recevoir à cause de la pandémie. Est-ce que c'est un gros pourcentage, habituellement, là, que vous recevez de l'extérieur du pays? C'est 20 de la clientèle, surtout de la clientèle française, Ontario, tout l'est le reste du Canada, un peu des États-Unis. Donc, c'est des gens qui vont commencer à revenir chez nous. Fait que si nos Québécois sont encore fidèles, puis qu'à ça s'ajoutent nos internationaux, bien, ça ne pourra qu'être une bonne saison. La seule problématique qu'on va vivre sûrement, c'est encore la problématique de pénurie de main-d'œuvre, des journées où on devra fermer. OK. Par manque de personnel, mais ça, on essaye là, de travailler là-dessus avec nos entreprises pour arriver à faire quelque chose qui va faire que les gens vont être bien reçus quand même chez nous. OK. Par exemple, justement, vous me parlez de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça l'a affecté cette année? Est-ce que vous avez vu quand même un impact? Cette année, je vous dirais que ce que ça a affecté, c'est qu'il y a des commerces qui ont été fermés, souvent des restaurants les lundis, mardis. Là, c'était assez difficile, je pense, partout en Gaspésie puis ailleurs au Québec. Mais les supermarchés ont comblé, donc les gens ont pu quand même s'organiser. Et c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre nous touche nous aussi. Puis on sait très bien que c'est pas juste l'industrie touristique, c'est l'ensemble des industries au Québec. Parfait, excellent. Donc, on va souhaiter pour 2022 d'avoir une aussi bonne saison qu'on a eue cette année. Merci, Mme Ross, de nous avoir... On espérait d'avoir une bonne saison estivale, puis d'avoir aussi du monde plus tôt au printemps, plus tard à l'automne. Je pense que nos entreprises travaillent fort pour ça, puis c'est nous autres, on essaie en contrepartie d'amener les gens chez nous à ces périodes-là de l'année pour les rendre heureux de venir pratiquer des activités plein air, surtout en Gaspésie.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Ross, d'avoir accepté notre invitation et de venir de nous parler du bilan de la saison estivale. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine l'édition du 7 janvier de Info.tvc. Toute l'équipe de TVC de la Matapédia s'unit avec moi pour vous souhaiter une bonne année 2022. Beaucoup de santé avec une période de pandémie, c'est ce qu'on souhaite. Alors, bonne année. Cheers!